Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce 6e épisode de Salade Verte. Aujourd'hui, gros épisode, on va parler écologie et sport. Et qui de mieux pour en parler aujourd'hui que Mickaël Ferizi, le fondateur de Écolosport, le média. Bonjour Mickaël. Bonjour Antoine. Comment ça va ? Très bien, ça va. Toujours pour le mieux. En tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation pour cet épisode. Pour rappel, Salade Verte, c'est en 3 parties. Donc en entrée, plat, dessert. En entrée, on va plutôt parler de ton parcours, comment tu as créé Écolosport, le média, etc. Sur le plat, on va plutôt parler de l'impact, notamment des GESI, donc les grands événements sportifs internationaux sur le climat, sur l'environnement. On va aussi parler de comment relier écologie et sport. Et en dessert, on va te poser des questions plus personnelles et hors cadre pour finir un peu plus en douceur. Est-ce que c'est OK pour toi ? Le programme me plaît. Parfait. Alors, si tu le veux bien, on commence par l'entrée. Si on peut voir ensemble te présenter, nous dire un peu ton parcours rapide étudiant et professionnel. Alors, j'ai toujours hésité entre 2 métiers, être dans la communication et être journaliste, surtout dans le sport. En tout cas, ce qui est certain, c'est que je voulais être dans le sport d'une manière ou d'une autre. Et évidemment, j'avais pas le niveau pour être un sportif professionnel et vivre de ça, malheureusement, à mon plus grand désarroi. Donc, il fallait que je trouve autre chose. La com m'intéressait beaucoup depuis que j'ai 12-13 ans. Je sais créer des sites internet, je traîne sur Photoshop. Donc, très tôt, tous ces métiers-là m'ont attiré. Et en même temps, mon rêve était d'être journaliste à la télé ou à l'équipe. Voilà, bon, j'ai toujours aussi entre ces deux univers, aussi bien que du coup j'ai démarré des études plutôt dans la communication, mais avec des stages dans le journalisme. L'ambivalence a continué pendant un bout de temps. Donc aujourd'hui j'ai un master en communication stratégique et digitale, avoir fait cours à l'université en DUT, puis après dans des écoles privées marketing et communication à partir de la licence et sur le master. Et le fil rouge c'est toujours le sport en fait, c'est-à-dire que dès le début de mes études j'ai créé mon auto-entreprise pour pouvoir travailler avec des associations sportives, des petites structures dans lesquelles je jouais par exemple. Ça m'a permis, je pense, de mettre le pied à l'étrier, de me faire voir, de me faire connaître et d'intégrer plus facilement, je pense, ensuite un club pro, ce qui est arrivé au moment où je cherchais une alternance pour mon master. Et j'ai intégré le club de rugby de Grenoble, qui était en top 14, Okay. Au service communication, tout simplement. J'étais plutôt en charge de la partie graphique à ce moment-là. Donc j'y suis resté quasiment 4 saisons, un peu moins de 4 saisons. J'ai été embauché derrière, etc. Et après un voyage dont je reparlerai, je pense tout à l'heure, je suis revenu donc dans ma région, du côté de Castres, où j'ai intégré le Castres Olympique, mon club de cœur. Rêvé d'intégrer. Club de rugby aussi. Club de rugby aussi. Alors je viens du hand, je suis plutôt issu du handball à la base, mais quand on habite à Castres et dans le sud-ouest de manière générale, le rugby on n'y échappe pas vraiment, surtout quand on est un foot de sport comme je le suis. Et donc j'ai intégré le club du CO pendant 3 ans où je gérais la partie digitale. C'est pendant que j'étais en mission au CO que j'ai eu l'idée d'Écolosport. Je m'arrête là pour moment. Du coup, comment c'est venu de créer un média sur l'écologie et sur le sport ? Comment tu as mêlé les deux ? Parce que c'est vrai que c'est quand même quelque chose qui est assez novateur en fait. Ouais, c'est novateur en fait. J'avais des convictions qui étaient pas aussi importantes qu'aujourd'hui. Elles grandissaient. Je sentais en moi que je me posais beaucoup de questions. Et je voyais bien aussi que dans le sport, il se passait quelques petites choses, mais sans non plus. Souvent, je le dis, l'écologie était un peu le parent pauvre. Je trouvais des stratégies RSE dans les clubs, dans le sport pro en tout cas. Mais il se passait quand même quelque chose, mais personne n'en parlait. En fait. Un beau jour, pendant le Covid, je travaillais au Castres Olympique, pas de événementiel sportif complètement stoppé du fait de la crise sanitaire. Je regarde des documentaires, je commence à me renseigner, je tombe sur un doc sur Canal sur le sport et l'environnement, et là, il y a un flash dans ma tête. Je commence à C'était quoi comme documentaire ? C'est un sport reporter. Terrain brûlant, je crois qu'il s'appelle, qui est sorti à ce moment-là, pendant, je pense que c'était en avril ou en mai 2020, et ça me met une claque. Derrière, je fais des recherches sur Internet pour me renseigner un peu plus sur le sujet, et là, c'est la douche froide, je trouve pas grand-chose. Et en fait, basiquement, je me suis dit, je sais créer des sites Internet, parce que c'était une partie de mes études. J'aime écrire, parce que j'ai toujours voulu faire du journalisme, et c'est là, en fait, que ces deux métiers sont un peu rentrés en fusion. Donc, j'ai créé Écolosport comme ça, basiquement. C'est juste un blog perso à la base, très vivant. J'ai été rejoint par d'autres personnes. C'est devenu un média à part entière qui est, je pense, assez reconnu aujourd'hui maintenant dans le milieu du sport, dont l'idée, c'est juste de valoriser les bonnes pratiques, les solutions, les acteurs qui s'engagent dans cette durabilité du sport. Tu as fondé donc Écolosport en 2020, 2021, ouais. C'est ça, non ? Mai 2020. Mai 2020, ok. Et à la base, tu étais tout seul, du coup ? À la base, tout seul, très vite rejoint quand même. Parce qu'au final, l'événementiel a repris derrière, donc j'ai retrouvé mon travail et compliqué de gérer les deux. Très vite, j'ai eu des sollicitations. J'ai aussi démarché quelques personnes. Le média était associatif d'abord. On était tous bénévoles. On avait tous un travail ou des études à côté, et bénévoles là-dessus, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Et donc, je crois qu'en novembre de la même année, donc 5 mois après, 6 mois, on était déjà une dizaine, quoi.
Donc, on commence à Ok. avoir vraiment une régularité dans la publication des articles et des contenus, et ça commence à devenir vraiment intéressant. Et donc actuellement, ça a été quand le switch à partir du moment où tu as quitté ton job et tu t'es mis à plein temps dans l'école de sport? Je me suis mis à plein temps dans Écolo Sport à partir de l'été 2021. Donc, un an après, j'ai senti qu'il y avait quelque chose et j'avais envie de tenter le coup, malgré mon amour fort pour le CO et pour ce que je faisais au quotidien. Je me suis dit que il y a une chance qu'il fallait peut-être pas laisser passer, qu'il y avait quelque chose vraiment à faire. Et en 2022, en fait, il a fallu trouver un modèle économique pendant la première année. Moi, j'étais en freelance à côté, voilà. Et à la fin 2022, on a créé donc une agence qui aujourd'hui est une entreprise qui a aussi le média. Enfin voilà, l'agence et le média Ok. qui s'appelle Écolo Sport. Et cette agence, elle accompagne les acteurs du sport dans la transition écologique. On travaille avec les clubs, on travaille avec les fédérations, avec certains événements, certaines marques, certaines assos. Dans cette transition-là, on a plein d'activités différentes, du conseil, de la formation et de la com. Et ça permet de mettre un modèle économique plutôt pérenne autour du média, parce que un média, faire vivre un média et vivre d'un média, c'est particulièrement difficile. Gagner de l'argent pour ne serait-ce que vivre avec un média, c'est très difficile. On n'est pas fermé à la pub, mais on n'en fait pas trop, on en fait même assez peu et de manière qualitative aussi. Donc l'agence, qui est une activité qui est quand même, faut pas se voiler la face, beaucoup plus lucrative, me permet de dégager du temps, suffisamment de temps pour gérer le média aujourd'hui. Les revenus viennent autrement que de par la publication de vos articles, en fait. Ouais, non, on touche rien sur les publications Ouais, d'articles. ouais. On fait pas de partenariat, on fait peu de partenariats avec des marques ou avec des événements. Ça nous est arrivé, mais c'est vraiment à la marge, vraiment l'agence qui nous permet de faire vivre le média aujourd'hui. Et est-ce que tu peux nous citer des fédérations, des clubs avec qui vous travaillez peut-être actuellement? Bien sûr, on bosse avec les fédés de hand et de rugby. Dès le début, on a bossé avec ces deux grosses fédérations. C'est assez facile pour nous d'aller dans le rugby puisque mon associé Eddy vient aussi de ce milieu-là. On s'était rencontrés dans le rugby et il avait rejoint l'équipe du média très vite. Donc on bosse avec la fédé de rugby, la ligue de rugby aussi, fédé de hand. Là, récemment avec une asso, on bosse avec la fédé de foot également. On bosse avec le Stade Toulousain, le Toulouse Polo Club aussi. On a commencé à mettre les pieds dans le foot. Avec les Côtes de Paris, qui est un événement francilien ultra engagé et ultra intéressant. On bosse avec le club de volley de Poitiers aussi, qui est un club pro qui est particulièrement engagé, l'Alternat Stade Poitevin. Voilà, on bosse avec Rebond, qui est une marque de ballon engagée. On a bossé avec Nolt aussi, qui fait des maillots éco-conçus. Ok. Donc voilà, on a une grande. Concrètement, vous faites quoi? C'est-à-dire, vous les conseillez dans leur stratégie de communication, je sais pas, d'achat, je sais pas? Ça dépend. On a une partie conseil où on les accompagne dans leur démarche RSE, dans leur démarche environnementale. Donc ça va du diagnostic à la mise en place d'une feuille de route stratégique, le suivi dans le temps. On a de la formation où on vient former soit les équipes événementielles, opérationnelles, les sportifs aussi. Là, on l'a fait récemment avec le Montpellier Hero Rugby par exemple. On a été former leur équipe espoir cette semaine sur ces enjeux environnementaux et sur les conséquences du changement climatique sur la pratique du rugby. Donc on a ce volet formation et on a un volet communication où on crée du contenu engagé. Moi, je prends un exemple. On a fait pour la fédération de hand un guide du handball éco-responsable. On a rédigé ce guide qui a été distribué ensuite à l'ensemble des clubs en France. Donc ça, c'est vachement intéressant comme mission parce qu'effectivement, on a cette expertise-là. Il y a certes d'autres agences de com en capacité de le faire, mais on a cette expertise et c'est plus rapide, plus simple, peut-être plus qualitatif aussi. Et du coup, actuellement, dans l'écosystème Écolosport, vous êtes combien de collaborateurs et de bénévoles? Il y a du monde autour de nous. On est vraiment deux. On a été trois Ok. pendant un certain temps. Pendant un an et demi, on a été trois. Là, on est deux et après, on a du monde autour de nous. Je pense à Myriam qui a présidé l'asso, qui est toujours existante et qui préside toujours l'asso. On bosse avec des freelances aussi sur nos formations. Je pense à Younes Nézard des Climato-Sportifs, par exemple. Il y en a d'autres, bien sûr, mais voilà, on essaie aussi de travailler avec des gens qui sont directement dans les régions concernées par la mission, pour des raisons à la fois écologiques et même nous locales. On est basé à Toulouse aujourd'hui, et c'est vrai que on aime beaucoup et particulièrement travailler en Occitanie. Donc effectivement, quand on a des missions à Paris, en Bretagne, on va plutôt essayer de s'appuyer aussi sur des acteurs locaux plutôt que nous déplacer. Ça nous semble être une logique intéressante pour. Et est-ce que depuis la création d'Écolosport, tu sens qu'il y a une meilleure prise de conscience de la part des acteurs du sport sur les enjeux écologiques? Je crois qu'il y a eu un vrai virage en 2020, au moment où justement Écolosport s'est lancé. Il y a eu plein de choses qui se sont lancées en même temps. Il y a eu Nolt, par exemple, l'équipementier dont je parlais tout à l'heure, Football Écologie France, Fair Play for Planet,
anciennement Match for Green, qui est devenu aujourd'hui l'Institut du sport durable. Il y a eu plein de choses qui se sont créées à ce moment-là. En même temps, on s'est tous lancés en même temps. C'était assez drôle de voir cet écosystème naître tout à coup de cette crise sanitaire. Donc à ce moment-là, effectivement, sur les 2 premières années, je pense jusqu'en même 2023, il y avait un vrai entrain, il y avait vraiment quelque chose qui était en train de se créer. C'est pas perdu, c'est toujours en cours, mais j'ai l'impression que peut-être c'est le contexte aussi économique, politique qui veut ça. J'ai l'impression que le sujet est peut-être un peu moins urgent qu'il l'était il y a 2 ans. Je trouve que c'est un vrai danger, pour le coup. On a besoin que ce sujet soit toujours une urgence absolue pour le monde du sport, comme d'autres sujets sociaux, sociétaux, évidemment. Pas plus, pas moins, mais de la même manière. Donc, il y a un point de vigilance, à mon avis, là-dessus. Si tu veux bien, on va passer directement dans le plat pour parler un peu de l'impact notamment des GESI. Donc on va revenir sur ce que c'est. Est-ce que tu peux nous rappeler peut-être ce que c'est les GESI, donc les grands événements sportifs internationaux, et quels sont leurs impacts sur l'écologie, sur la biodiversité, enfin même sur l'environnement? Vous avez fait, je crois, une campagne avec l'ADEME justement pour sensibiliser là-dessus. Donc oui, les grands événements sportifs internationaux, c'est les plus gros événements qu'on connaît, hein, la Coupe du Monde de foot, de rugby, les Jeux Olympiques, été comme hiver, un Tour de France, un Roland-Garros, ce genre d'événements qui attirent des millions de personnes sont forcément ceux qui polluent le plus parce on fait déplacer énormément de spectateurs sur un même lieu. On construit aussi, c'est plus ce type d'événement-là qui facilite la construction d'équipements et d'infrastructures. On construit que pour des Coupes du Monde, des Euros de foot, pour des Jeux Olympiques. On construit pas pour un match de Ligue 1, pour de top 14. Enfin voilà, ça n'a rien à voir. Donc ces grands événements ont un impact énorme sur l'environnement et c'est pour ça qu'on a fait cette campagne de vidéos, cette espèce de web série de vidéos verticales avec l'ADEME. L'idée c'était de l'expliquer en quoi les GESI sont victimes du changement climatique, quelles répercussions il va y avoir sur ces grands événements, en quoi ils sont aussi responsables du changement climatique à travers ces millions de tonnes de CO2 générées sur certains événements, et comment le sport peut se transformer pour à la fois anticiper ces changements, pour limiter aussi son impact et pour porter de la bonne parole. Le sport, c'est une plateforme, les grands événements encore plus, sont une plateforme qui délivre des messages qui veulent donner directement ou c'est un peu plus diffus parfois, c'est entre les lignes. Mais voilà, c'est comment ces grands événements sont impactés, sont à la fois victimes et coupables du changement climatique, on a l'habitude de dire. Et il y a un énorme enjeu parce que on va vers des événements qui sont de plus en plus mondialisés, on va vers plus d'événements même tout court. Sauf que la planète se réchauffe, ça a un impact évidemment sur ces grands événements. Qu'est-ce qu'on fait en fait? Qu'on continue cette course en avant ou est-ce qu'on réfléchit 5 secondes et on s'adapte et on réduit? Comment est-ce qu'on peut faire pour... parce que tu l'as dit, le plus gros impact, c'est les gens qui se déplacent pour venir aux événements, en fait. C'est les gens qui viennent souvent d'autres pays en avion, c'est très émetteur en CO2. Mais comment on fait? Est-ce qu'il faut mettre, je sais pas, des quotas de gens internationaux qui viennent à ces événements? Comment... En fait, dès lors que, alors effectivement, les transports représentent au moins les 3/4 de l'empreinte carbone d'un événement sportif. Sur les grands événements, ça peut être un peu différent parce que dès lors qu'il y a une construction d'équipement, la construction tout de suite devient majoritaire. Un équipement peut vraiment flinguer un stade avec des hôtels à côté, enfin sur un certain domaine, on va dire. Ça peut vraiment flinguer le bilan carbone de l'événement dès qu'il y a une construction. C'est pour ça que c'est intéressant, on en reparlera, je pense, de Paris 2024. C'est intéressant d'utiliser 95% d'équipements existants ou temporaires. Ça a permis de considérablement alléger la facture carbone des Jeux Olympiques de Paris. Après, c'est les transports et donc effectivement, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on continue à vouloir avoir des coupes du monde de football qui passent de 32 équipes à 48 équipes en 2026 quand ce sera en Amérique? C'est quoi la prochaine étape? Est-ce qu'on passe à 60? On veut toujours plus de matchs parce qu'on veut toujours plus de retransmissions télé, de droits télé, on veut toujours plus de recettes de billetterie, on veut toujours vendre plus, sauf qu'on prend plus l'avion pour y aller, il y a plus de déplacements de spectateurs, des équipes aussi. On fait ça en plus en 2026 et sur un continent entier. J'ai presque envie de dire presque ça va, alors que ça va évidemment pas. En 2020, en 2030, on sera sur 3 continents. On sera en Amérique du Sud, en Europe, en Afrique. Donc là, les déplacements vont aller de bon, on explose le bilan carbone. Donc oui, c'est pareil pour la Ligue des Champions. Le format, sportivement, il est cool. Mais en fait, on rajoute minimum 2 matchs par équipe, beaucoup. Il y a une phase de barrage qui n'existait pas avant. Donc on rajoute beaucoup de matchs. Et tout ça, ça a un coût pour la planète qui ne peut pas tout absorber.
aujourd'hui, en France en tout cas, mais c'est le cas dans la plupart des pays. Il y a très peu de pays où voilà, on n'absorbe pas suffisamment nos impacts en une année. On a besoin d'une planète et demie, de 2 planètes, bientôt de 3 planètes, tellement on utilise de ressources, tellement on émet de CO2. Donc, comment on fait pour retrouver un petit peu de raison, pour réduire un peu ça, pour réduire la pression sur le climat? Pour ça, il faut moins s'internationaliser et il faut localiser, relocaliser un peu plus ces événements, les régionaliser davantage, ne pas envoyer des équipes sud-africaines en Europe pour faire des matchs de Coupe de Champions Cup, par exemple. Revenir sur une Coupe du Monde à 32 équipes. On parlait de Coupe du Monde tous les 2 ans il y a quelques années. C'était la belle idée de la FIFA et de son président. Évidemment, non. On serait même plutôt, pour essayer de sauvegarder un peu tout ça, limite à demander des jeux et des Coupes du Monde tous les 8 ans, par exemple, tous les 6 ans, pour limiter justement cet impact-là. Donc c'est plutôt réduire le nombre, réduire aussi le nombre de personnes qu'on veut accueillir, parce que plus il y a de monde, plus on a des grands stades, plus il faut le remplir, et donc on va faire venir des gens de droite et de la gauche. Donc voilà, c'est plus à retrouver un peu de raison et de sobriété. T'en as parlé un petit peu, mais tu vois la FIFA qui dit qui potentiellement a pensé à mettre une Coupe du Monde tous les 2 ans. C'est aussi eux qui c'est des big boss, on va dire, du game. Comment on leur dit, bah écoutez, là ça va trop loin, il faut réduire la voilure. Est-ce qu'ils sont prêts à l'entendre ou au contraire ils sont très fermés? Je sais pas. Ils sont engagés dans des programmes net zéro carbone en gros à 2040, ce qui est du greenwashing et du pipeau complet. Puisque derrière on attribue des coupes du monde n'importe comment, à n'importe qui aussi. C'est Et ça. voilà, On revient sur l'exemple du Qatar avec des stades climatisés, avec des conditions de travail. c'est ça. Et on va avoir la deuxième version en Arabie Saoudite. Donc en fait, il y a aucune vraie prise de conscience. Tout est business, tout est politique, rien n'est écologique, dont acte. Mais il faut quand même que ça change parce qu'on peut pas. Et qui peut légiférer au-dessus de la FIFA? C'est les États. Mais les États, ils ont tout intérêt à avoir des millions de personnes débarquer dans leur pays. Au niveau touristique, évidemment, ça, c'est de l'économie supplémentaire. On est dans une logique. Alors, je sais que ça va embêter certaines personnes, mais on est dans une logique capitalistique. On veut faire de l'argent, on veut créer de l'économie, on veut créer des emplois, mais on ne se rend pas compte en fait qu'on génère énormément de gaz à effet de serre, énormément de pollution, énormément d'impact sur la biodiversité aussi. Ça, on ne le voit pas, et quand ça sera devenu trop élevé et que le changement climatique aura des conséquences qui seront déjà, elles le sont déjà dans certains endroits du monde évidemment, peut-être pas assez en France pour qu'on le voit vraiment. Mais quand la planète va se réchauffer et qu'on va avoir des effets considérables, quand la biodiversité se sera éteinte en grande partie et que ça aura des conséquences énormes sur nos modes de vie, là, on va s'affoler, on va se dire: «Ah mais en fait, c'est trop tard. Ah ben si on avait su, on le sait». Donc il faut bouger. Mais pendant longtemps, j'ai cru qu'il fallait une nouvelle génération de dirigeants. Je suis même pas sûr qu'une nouvelle génération de dirigeants suffise. Il faut changer tout le système. Le système, tu penses qu'il pourra. Est-ce que c'est nous, en tant que fans de sport, consommateurs du sport, qui peuvent essayer de faire changer les mentalités? Est-ce que tu penses que ça viendra d'en bas? Ça peut venir d'en bas, mais ça ne viendra pas que d'en bas. Faut légiférer à un moment donné. On a besoin que alors ça peut être les pouvoirs publics, ça peut être certaines instances, mais quand les instances jouent pas le jeu, c'est compliqué. Il peut y avoir certaines fédérations qui légifèrent, certaines ligues qui légifèrent pour que les clubs, par exemple, ou certaines fédérations nationales se bougent. L'éco-conditionnalité, on en revient à l'argent, mais dès qu'on commence à éco-conditionner certaines subventions, certaines aides, on voit que ça accélère. C'est malheureux d'en arriver là. C'est pas ma façon préférée de fonctionner c'est pas ce que je préfère. Mais s'il faut passer par là pour que les choses changent, passons par là, quoi. Et changeons de cette façon. J'aimerais qu'on revienne ensemble sur l'organisation on en a parlé un petit peu, des Jeux Olympiques, donc en France, à Paris, donc Paris 2024. De notre ère moderne, oui. Évidemment, il y a 100 ans, quand les Jeux avaient eu lieu en 1924 à Paris, le bilan carbone était bien, bien meilleur, évidemment. Il n'y avait pas autant d'avions, par exemple. On construisait pas d'énormes infrastructures, même si à Paris, ça a été assez light là-dessus. Évidemment que les Jeux n'étaient pas parfaits. Il y a eu plein de problématiques, notamment sociales. Il y a eu des problématiques par rapport au jardin d'Aubervilliers, par exemple, aussi, avec cette destruction des jardins pour créer un équipement. C'est de la biodiversité en moins dans un département qui en a déjà pas beaucoup. Donc voilà, tout n'a pas été fait parfaitement. Néanmoins, si tous les événements faisaient autant d'efforts pour réduire leur empreinte environnementale et leur empreinte carbone, euh, ce serait bien, très franchement. Et je suis pas certain que demain on arrive à avoir des jeux qui arrivent à battre en quelque sorte le record de Paris 2024 qui a réussi à baisser
54%, je crois, le bilan carbone par rapport à Rio et à Londres, qui a 1,59 million de tonnes de CO2 émis. C'est pas Los Angeles qui va faire en sorte de battre ce record. Ouais. Je suis pas Surtout certain que avec les le nouveau Australiens, président. oui, voilà, je suis pas certain qu'en Australie en 2032, ça soit la priorité non plus. On commençait à parler, je me rappelle, de Copenhague pour 2036. Je crois que l'Inde est sur le coup aussi. J'ai un doute sur l'Inde. Autant sur les Danois, par contre, on était vraiment sur des jeux très sobres et très light. Et ça correspond aussi, je pense, à la volonté du pays. Et je trouvais que c'était assez intéressant. Donc je pense que Paris va tenir ce record un petit bout de temps. Et c'est dommage. J'aurais évidemment préféré que ça soit une rampe de lancement plutôt qu'un one-shot. Ça me semble pas être du greenwashing. Évidemment qu'il y avait des choses qu'il aurait mieux fallu faire. Mais on parle d'un événement tellement énorme que voilà. Je ne suis pas de ceux qui ont envie que les jeux s'arrêtent non plus. Peut-être qu'il y en ait de moins en moins. Je pense qu'on est peut-être obligé. Mais je suis pas de ceux qui disent il faut absolument pas de jeu. Je pense que ça a trop d'importance aujourd'hui. Ça a beaucoup de, enfin, ça a des vertus très 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 importantes. Et je pense qu'il faut conserver ce type d'événements, peut-être plus les raréfier et surtout les faire autrement. C'est-à-dire est-ce qu'on a vraiment besoin que les Américains, les Chinois, les Japonais ou même plus proches les Allemands, parce que certains Allemands ont pu venir en avion, est-ce qu'on a besoin que tout ce monde-là vienne en France pour vraiment faire réussir des Jeux Olympiques? Moi, je ne pense pas. Je pense qu'on peut essayer, que le CIO, enfin, je pense que le CIO peut essayer de mettre en place des fan zones dans tous les pays qui y participent, d'installer ça, peut-être avec un ticket payant, parce qu'il y a des logiques économiques, évidemment, et de retombées économiques importantes, mais faire des vrais lieux festifs des fan zones en plus, où derrière, on t'encourage ton pays, tes athlètes, il y a un vrai truc, et réserver l'accès, c'est difficile à dire évidemment parce que c'est plus facile à dire quand on est français et qu'on réserver l'accès plutôt aux habitants des pays organisateurs, voire limitrophes, mais en tout cas ceux qui peuvent venir par des moyens terrestres et non pas aériens. Et j'irai même plus loin, et c'est pour ça que je dis que c'est facile à dire quand on est français, c'est parce que nous on a la chance d'avoir à peu près toutes les infrastructures. C'est pas le cas dans tous les autres pays évidemment, notamment dans les pays en voie de développement. Je pense qu'il faut réserver aujourd'hui l'attribution des Jeux Olympiques ou des Coupes du Monde à des pays qui ont déjà des infrastructures. Il faut arrêter de construire. Il faut arrêter de construire parce qu'on a tout ce qu'il faut sur Terre. Évidemment, je pense que ce discours est inaudible pour beaucoup et je l'entends. Mais on a tout ce qu'il faut sur Terre aujourd'hui pour faire des événements qui sont bons. Quand on va aux États-Unis, bah, pour le coup, il n'y a pas besoin de construire quelques stades que ce soit. Et ils ont déjà tout ce qu'il faut, évidemment. Et j'entends qu'un pays en voie de développement a envie d'accueillir des jeux et que ça soit. C'est là où c'est évidemment difficile à tenir, mais il me semble que voilà, il faut réussir à raréfier ces grands événements, à mon avis, et à les attribuer à des pays qui déjà en capacité, au niveau de l'hôtellerie, au niveau des infrastructures stades, etc., de les accueillir. Est-ce que tu penses que les spectateurs du sport sont prêts justement à voir ce genre d'événements se raréfier, à qu'il y ait moins d'événements comme ça Je ne sais pas. Ce que je sais par contre, c'est que la multiplication des compétitions, des matchs, commence à agacer. On parle d'une Coupe du Monde de clubs, là, cet été, je crois, organisée par la FIFA. Certains que les fans de foot étaient en manque de foot sur les années où il n'y a pas d'Euro ou de Coupe du Monde. Je crois que c'est bien si ça retombe aussi un petit peu. Et Au contraire, ça peut être aussi le fait de se dire, bah, plus c'est rare, plus il y a de l'importance et plus... moi, je crois vraiment à ça. C'est la raréfaction permet aussi de générer beaucoup d'attentes, beaucoup d'émotions. C'est un rendez-vous attendu. Et aujourd'hui, il faut remplir le calendrier à tout prix, quoi. Dès qu'il y a un truc d'un mois ou de 2 mois, ah bah, là, on peut mettre une compétition, c'est de l'argent, c'est des trucs, c'est ça. Non, non, il faut raréfier un petit peu, effectivement, et donc, raréfier, faire preuve de sobriété et relocaliser. Je suis pas certain qu'aujourd'hui, on ait vraiment besoin qu'un match de rugby entre Toulouse, par exemple, qui est la meilleure équipe en Europe, je pense, et une franchise, c'est un Castré qui dit ça, hein. c'est ce que je pensais. C'est un Castré qui dit ça. Faut être lucide. Et entre Toulouse et une équipe néo-zélandaise, qu'on a vraiment besoin de savoir qui est la meilleure. Est-ce que ça va vraiment remplir un stade? Est-ce que finalement un Toulouse-Castres, justement, aujourd'hui c'est à Castres, t'es sûr de remplir le stade avec cette affiche. À Toulouse, ils vont au stadium quand ils accueillent Castres, donc ça veut dire qu'il y a quand même un engouement autour du derby. Finalement, ces derbys et ces matchs entre locaux, ces guerres de village et de clochers, comme on appelle ça, comme on aime aussi dans le rugby, bah, est-ce qu'on peut pas les multiplier finalement, parce que il y a un engouement populaire local qui est là, plutôt que d'aller chercher des équipes en Afrique du Sud, en Nouvelle-Zélande ou je ne sais où. Donc pour moi, c'est les deux, raréfier et relocaliser. Est-ce que tu as des exemples d'événements, on va dire,
on va dire, qui sont un peu plus petits, qui ont une moins d'affluence, pardon, qui ont réussi une sorte de transition écologique, qui ont relocalisé et qui ont Alors, raréfié un peu, non? j'en ai un en tête et alors, on travaille avec l'agence, c'est l'Écotrail de Paris. J'aime bien les citer parce qu'ils sont dans cette démarche-là, à 100%, de communiquer uniquement sur les auprès des personnes qui habitent en Île-de-France. Ils vont pas chercher à faire venir un Basque ou un Corse sur l'Écotrail de Paris. Unique, je pense que leur bassin francilien, qui est effectivement énorme euh, par rapport au nombre de participants maximum, suffit largement. Il n'y a pas besoin de faire venir des gens qui viendront potentiellement en avion et qui viendront donc alourdir le bilan carbone de l'événement. Donc sur ça, déjà, je trouve ça intéressant sur la partie communication qui permet déjà d'enlever du CO2 sur le volet transport. Sur l'alimentation, ils sont passés sur du tout végétal. Et pour avoir goûté ça l'an dernier, avoir testé, je suis pas végétarien. J'essaie de réduire comme tout le monde, mais je ne suis pas végétarien. J'ai pu goûter justement ces repas et c'est assez choquant de voir que ce qu'on appelle la simili-viande ou le produit de Ouais, simili-carné. substitution, c'est ça. En fait, c'est super bon, quoi. Alors, après, on aime, on n'aime pas, je comprends. Mais le taf est fait et je trouve ça top. Il y a une vraie volonté de sensibiliser, de réduire l'impact, il file un ticket de métro ou de RER à tous les participants aussi pour les inciter fortement à venir en transport en commun, ce qui est quand même aussi plus simple à Paris que dans certaines autres villes ou régions en France. Donc voilà, il me semble que l'Ecotrail fait de bonnes choses. Tout n'est probablement pas parfait, mais aucun événement ne peut se targuer de l'être. Mais dès lors qu'il y a un vrai, il y a une progression, parce que tout nous aussi, ça peut frustrer, mais tout ne se fait pas en un jour. C'est-à-dire que en transition écologique, il y a transition. Et je crois que c'est important de le répéter quand même. Tout ne peut pas être parfait, mais tant qu'il y a une progression et qu'on voit que d'année en année, on arrive à réduire la pression sur l'environnement, le nombre de déchets, le tonnage CO2, pour moi, c'est positif. On est dans le positif, on est dans le vrai. J'aimerais peut-être aussi qu'on parle du rôle des équipementiers. On peut citer des marques, Nike, Adidas ou des grands. On sait que maintenant, dans chaque sport, on a envie de s'habiller, on va dire, à la mode. Il y a toujours des nouveaux vêtements qui sont sortis chaque mois, chaque saison. Est-ce qu'ils n'ont pas aussi un rôle à jouer dans cette sobriété Bon, ils ont un énorme rôle à jouer, mais là, je trouve, enfin, on part de trop loin, je crois. Ouais. C'est du greenwashing complet, hein, en tout cas pour ces deux marques, par exemple. Il y en a d'autres, bien sûr. Mais pour ces deux marques que tu citais, oui, on est perpétuellement, je pense, dans du greenwashing, dans le sens où on essaye de faire alors, j'ai vu Adidas qui a essayé de faire des t-shirts, des maillots, des chaussures en plastique recyclé. Enfin, c'est chouette. Mais si on veut toujours en produire plus et si on est toujours dans cette logique de fast fashion et de surproduction, ça n'a aucun sens. Enfin, faut arrêter 2 minutes. C'est pas parce qu'on le fait mieux qu'il faut continuer à le faire avec la même quantité. Donc il faut évidemment réduire, ce qui est à l'encontre des enjeux de ces grandes marques, évidemment, qui cherchent uniquement à faire du chiffre. Mais pourtant, il faut réduire. Il faut réduire le nombre de productions. Pareil, il y a un sujet qu'on aborde jamais trop, je trouve, dans le sport, mais surtout dans le foot, en fait. C'est le nombre de maillots. Le nombre de Ouais, maillots. Les c'est joueurs clair. ont un maillot par mi-temps maintenant. Dans le Ouais, foot. c'est vrai que c'est fou. Limite, ils en ont un troisième si jamais pour changer en plein match ou quoi. Euh, Ouais. Est-ce qu'on se rend compte un peu du truc, quoi? Enfin, Mm. il y a 3 jeux de maillot par équipe. Je pense que 2 peut suffire, mais à la rigueur, 3, bon, on change tous les ans. Ça aussi, je trouve que c'est complètement, Mm. complètement idiot. Et maintenant, on a un quatrième maillot événementiel, un cinquième maillot. Tant qu'on peut, en fait, faire du marketing et vendre des maillots pour augmenter les revenus des structures et des clubs et de ces équipes entières. Donc, on continue. Et on est toujours dans cette même course en avant, cette fuite en avant, cette course à l'échalote et au business. Mais il faut sortir, évidemment, de ces logiques de fast fashion. Il faut sortir, évidemment, de ces logiques de surconsommation, de surproduction. Et je pense que l'enjeu est aussi sur la baisse, évidemment, de la production et de la consommation, mais aussi sur la seconde main. Il y a un vrai enjeu sur la seconde main. On a tous nos armoires, toutes et tous nos armoires qui sont peut-être un peu trop remplies, de choses qui sont encore en bon état, qui ne nous vont plus aussi peut-être. Comment on arrive à systématiser la revente, le don, plutôt que d'acheter du neuf systématiquement. Mais c'est vrai que c'est assez compliqué parce que c'est tout le système économique qu'il faut revoir.
C'est un travail immense, en fait. C'est un chantier titanesque et c'est pour ça que des fois je suis pas très optimiste, malgré qu'on soit un média positif. Toujours optimiste sur l'avenir du sport, là-dessus, parce que je vois pas bien comment on va sortir de ces affres-là. Est-ce qu'il y a, on peut faire une sorte de classement des sports les plus polluants, sur terre? J'ai des idées, enfin, par exemple, j'ai la Formule 1 en tête où en gros, ils font des grands prix à chaque coin du monde, en plus avec des voitures, qui consomment, enfin, c'est des énergies fossiles, enfin. Est-ce qu'il y a un peu un classement des sports les plus polluants, dans le Alors monde? je crois que ça existe, j'aurais pas le tiercé dans l'ordre ou le quintet dans l'ordre, mais je sais, enfin je crois avoir lu récemment d'ailleurs, que les sports qui sont les plus polluants sont pas ceux qu'on croit. Ah OK, d'accord. Parce qu'en fait, c'est plus lié à au mode de déplacement de ceux qui le pratiquent. Et donc on retrouve souvent le surf, on retrouve souvent la plongée, on retrouve souvent le golf, parce qu'en fait, les pratiquants de ces sports-là prennent l'avion et vont dans des endroits du monde, évidemment. Quand on fait de la plongée ou du surf, on a envie d'aller dans les endroits les plus beaux, et c'est compréhensible. Donc on prend l'avion et donc on pollue Ah ouais, énormément. donc c'est hyper contre-intuitif à ce que j'aurais pensé pour le coup. Et en fait, c'est souvent ça. Il y a beaucoup de sports qui sont propres intrinsèquement, c'est-à-dire le vélo, la voile, le surf, ça a pas des énormes impacts évidemment, mais on fait en sorte, en créant des événements autour, on les rend très polluants. Le Vendée Globe n'est pas neutre, aujourd'hui. Quand on dit qu'on fait de la voile, oui, en soi, c'est un sport propre parce qu'on utilise le vent, voire l'énergie solaire sur les bateaux, mais on utilise du carbone pour aller de plus en plus vite et ça a un impact non négligeable. Et l'événement qu'on crée autour de ça, le village départ, et cetera, ça a un impact aussi, très, très important sur l'environnement. C'est pareil pour le vélo, le Tour de France a un impact considérable, même s'ils essaient de faire des efforts et ils le font vraiment. Tour de France, c'est énorme, la caravane qu'il y a derrière qui devance les coureurs, voilà. Et c'est pareil pour, les surfeurs qui vont vouloir aller prendre des belles vagues, à Hawaï, en Polynésie, en Australie, et cetera, qui vont faire le tour du globe. Et le problème à chaque fois, c'est toujours pareil, c'est le transport aérien, évidemment. Et c'est pareil pour le golf aussi, qui est souvent cité. Je trouve qu'on s'attarde beaucoup Après le sur le golf, golf. il y a Heu, aussi la consommation d'eau et tout ça, non? ouais, Enfin, la propre problématique principale, c'est la biodiversité, les produits phytosanitaires et la gestion de l'eau, effectivement, ils en ont totalement conscience. Mais je trouve que le golf en fait énormément par rapport à d'autres sports, qui ont des impacts qui sont tout aussi importants. Et je trouve que je pense que le golf se fait taper dessus pour parfois d'autres raisons que des raisons écologiques, et ouais, problématiques, d'échelle sociale, on va dire. Mais ils ont des enjeux forts. Est-ce que le golf ne va pas devenir un sport saisonnier? J'entends parler aussi du fait qu'on puisse golfer sur du sable un jour parce qu'on pourra plus arroser les terrains en été. Voilà, il y a en fait, quand on parle de s'adapter au changement climatique, c'est beaucoup le thème aujourd'hui. C'est comment la pratique peut se transformer, parce que, les pelouses sont grillées, parce qu'on manque d'eau, parce que pour diverses raisons, en fait, à cause des événements climatiques extrêmes, et cetera. c'est vrai que même je voyais l'autre jour, des extraits du dernier UTMB, enfin l'Ultra Trail du Mont Blanc. C'est vrai qu'il y a de plus en plus de monde qui viennent et qui laissent des traces sur les tracés, sur les chemins, Il y a un vrai problème avec l'UTMB, oui, qui est dans cette logique aussi un peu comme la Formule 1, d'avoir un circuit mondial et d'amener les gens, hein, évidemment en avion, de course en course pour se qualifier pour l'UTMB après à Chamonix. On fait venir beaucoup de monde dans une vallée qui est totalement asphyxiée, et qui est totalement polluée. Ça ne bouge pas pour l'instant. Mais c'est aussi lié au pouvoir public. C'est-à-dire que si demain, les pouvoirs publics disent: «C'est terminé, on ne veut plus de ce type d'événement-là parce que ça contribue énormément et beaucoup trop, à la pollution de la vallée», l'UTMB, c'est terminé. Enfin, à Chamonix et dans la vallée du Mont-Blanc, c'est terminé. Donc les pouvoirs publics ont aussi un rôle très important à jouer là-dessus. Mais le problème, c'est toujours pareil, ça génère de l'économie, ça génère du tourisme, ça fait vivre les locaux, ça crée des emplois, et cetera. Donc, il faut trouver le juste milieu et la bonne balance. et j'ai vu dans le monde du trail, il y a comme Kylian Jornet qui est assez, au fait des pratiques, enfin qui fait très attention à son empreinte carbone, qui se déplace pas tout le temps dans les grosses courses. C'est un peu un modèle, non? Oui, oui, Kylian Jornet est un modèle, là-dessus. Il y a Xavier Thévenard aussi en France qui est particulièrement, engagé sur ces questions-là. Il y a de plus en plus de trailers qui se mobilisent. Alors il y a eu, effectivement des polémiques avec l'UTMB, l'an dernier notamment. Le trail est pas une
a une croissance très importante et pour réussir aussi, parce qu'on a pour le coup, on est en pleine nature et donc on a un impact direct sur la biodiversité. Et il faut réussir à tempérer les choses un petit peu. Et je trouve que la voix de Kylian Jornet pour ça, il y a pas mieux que Kylian Jornet pour porter justement ces enjeux enfin, ces enjeux écologiques dans la nature. Mais j'ai même vu sur c'est Dorian Louvet donc qui Oui, je sais pas si tu as vu l'info passer, tu sais, qui s'est donné le défi de faire les 8 plus grands marathons du monde, je crois. ouais. Et en gros, il y a, je crois que c'est Thévenard, c'est Baptiste Thévenard, comment il s'appelle? Xavier. Xavier Thévenard, qui a commenté disant Ouais, il a pris un petit bad buzz dans la tête sur Instagram, ouais, complètement. Et enfin, c'est pas que ça m'a étonné, mais disons que c'est rare de voir un bad buzz autour de ça aujourd'hui. Ça montre aussi parfois que il faut pas totalement se déconnecter de ce qui nous entoure. On n'est pas, il y a pas les humains et le reste de la vie terrestre et aquatique en dessous. Accessoirement, on y pensera un jour. On fait partie d'un tout en fait. Et quand on a un impact trop important, c'est bien de se faire rappeler à l'ordre de temps en temps. J'espère que, écoute, j'espère qu'il qu'il va s'adapter, qu'il va peut-être revoir ses plans. Je sais pas. Je sais pas s'il va se remettre en question, s'il va remettre en question ses plans. Mais aujourd'hui, courir, enfin, on est en capacité quand même de faire ce type d'exploit sportif sans prendre l'avion et sans aller aux quatre coins du monde. Je connais un éco-aventurier qui a fait 110 marathons en 110 jours. L'équivalent de 100, ouais, 100 pauses. Donc, et ça en traversant la France, en faisant le tour de la France en courant, 110 marathons en 110 jours. Il a même fini à Bruxelles au Parlement européen pour justement interpeller les députés européens là-dessus. Là, on a un impact qui est diamétralement moins important sur l'environnement. Et on a un impact médiatique qui est fort aussi. Je pense un peu plus fort que faire 8 marathons à Tokyo, à Sydney, à Paris, à New York, etc., quoi. et t'as des exemples de d'autres sportifs comme ça qui ont fait des choses incroyables et qui ont un attrait avec l'écologie, qui sont sensibles à ces questions-là? Alors, pour l'éco-aventurier dont je parlais tout à l'heure sur les 110 marathons, je vais quand même citer son nom parce qu'il le mérite, Nicolas Van Den Esken, que je salue, qui est un. Ok. Il est français? Oui, oui, il est français. Il est du Ok. nord de la France. Il est dans les Hauts-de-France. Je le connais très bien. Et il n'est pas tout seul. Il y a d'autres éco-aventuriers aussi autour de lui. Il y a il y a plein de choses qui se font, que ce soit à vélo, en kayak, à pied, euh, pour essayer d'interpeller un petit peu la population et la société à travers des exploits sportifs de ce type-là. Et après, il y a des sportifs de haut niveau au sens sportif professionnel. Il n'y en a pas tant que ça, malheureusement, mais il y en a. Et le problème, quand je pense qu'on en a pas assez aujourd'hui. Alors il y en a, hein, je pense à Lénaïque Corson, à Kylian Jornet, à Clément Castet aussi dans le rugby. J'en oublie. Il y en a quand même pas mal, de plus en plus, je crois. Mais il y en a pas assez pour deux raisons à mon sens. La première, c'est un manque de légitimité par rapport à la carrière sportive. Je me rappelle un jour avoir discuté avec un tennisman particulièrement connu qui était en fin de carrière et qui me disait, mais en fait, moi, pendant toute ma carrière, j'aurais aimé parler de ça. J'aurais aimé sensibiliser ma communauté parce que j'ai une voix, parce que je sais que je peux éduquer entre guillemets et faire passer les bons messages. Mais ma pratique du tennis m'amenait à faire 10 fois le tour du monde chaque année. Et donc, si je prends la parole, je me fais défoncer en quelque sorte sur les réseaux dans la foulée. Et il avait raison. Néanmoins, on a besoin que ces sportifs-là prennent la parole. Bon, comment on fait? Est-ce qu'on se dit, OK, alors, il y en a beaucoup qui attendent la fin de leur carrière pour aussi prendre la parole là-dessus, parce qu'ils ne sentent pas forcément légitimes ou parce qu'ils sont devenus parents aussi. C'est un élément déclencheur, souvent. Quand on accueille un enfant, on pense beaucoup plus à ce qui va se passer dans 50, 60 ou 100 ans. Et donc, forcément, on prend conscience de l'urgence écologique, quoi. Mais j'ai vu aussi que il y avait 100 athlètes qui ont rejoint la team For the Planet. Je pense à Olivier Giroud, je crois, qui en fait partie. Ouais, j'ai vu C'est aussi. même un gros nom. C'est un gros nom. C'est un vrai. Enfin, il n'y a pas de très très gros nom. Il manque un gars un Ouais, peu bankable que tout le monde connaît en France, voilà, ouais, bah oui. qui soit assis. Et il y en a un, c'est Nicolas Karabatic. Nico Ah oui, ouais. Karabatic et je sais pas s'il fait partie des 100 athlètes de Team For the Planet, euh, mais lui est particulièrement engagé. Moi, en tant qu'handballeur, en plus, Mhm. j'adore ce joueur. Ou j'ai adoré ce joueur maintenant qu'il a fini Une sa carrière. légende. Légende absolue. Et lui est sensible à la cause et en parle c'est un vrai sujet pour lui et c'est le seul vrai bankable un peu, enfin quelqu'un qui est vraiment connu par tous les Français, même si on connaît pas le sport en question ou qu'on ne le Mhm. suit pas.
J'ai entendu parler d'Olivier Giroud, de Sébastien Chabal aussi. Je connais pas leur degré d'engagement ou de sensibilité sur le sujet. Tant mieux. On a besoin que ces sportifs-là se mobilisent. Et je sais pas à quel point ils sont engagés. Ouais, faudrait que je me suis pas penché trop sur le sujet non plus, mais j'ai juste vu le nom sortir. Est-ce que on en parlait des classements des sports un peu les plus polluants, mais est-ce qu'il y a un pas le classement inverse des sports qui sont plutôt vertueux pour l'écologie et l'environnement? Je ne sais pas. On me pose souvent la question, mais je sais jamais quoi répondre à cette question. Il n'y a pas vraiment de sport qui me semble, alors comme ça, je dirais, la randonnée par exemple, c'est un sport qui semble être bien propre. Sauf que, alors oui, mais on prend quand même sa voiture pour faire quelques dizaines de kilomètres pour se rendre en montagne ou en forêt, par exemple, et faire sa rando. Donc il y a quand même un impact, évidemment. Le simple fait de courir, en soi, on part de chez soi, on fait son run de 10 kilomètres par exemple, on revient chez soi. On peut se dire effectivement, il y a pas d'impact énorme, certes. Il y a quand même l'impact du matériel, des chaussures. Est-ce qu'on les change tous les 6 mois parce qu'on compte beaucoup? Donc, je saurais pas trop répondre à cette question. Je dirais que le sport le plus écologique, c'est celui où le matériel est peut-être de la seconde main, par exemple, où on le fait durer le plus longtemps, qui nécessite pas de forcément prendre la voiture tout le temps, ou prendre l'avion, pire, pour faire des compètes. C'est un sport qui génère pas de déchets. Donc il y a beaucoup de sports qui peuvent répondre à ça. C'est souvent le sport plutôt amateur que le sport professionnel d'ailleurs. Il y a pas un sport, mais disons que si on le fait bien, l'impact peut être vraiment réduit, quoi. Concernant, on va dire, les politiques de transition énergétique appliquées au secteur du sport, c'est quoi ton avis? Est-ce que ça va dans le bon sens? Est-ce qu'il y a des choses qui sont plutôt intéressantes? Est-ce qu'il faut encore intégrer de nouvelles choses, de nouvelles politiques pour... Il y a eu des choses intéressantes sur le volet énergie. J'ai 2 choses en tête. La première, c'est par rapport à Paris 2024, qui n'a voulu que de l'énergie renouvelable pour ces jeux, à travers des certificats énergétiques, provenance aussi de l'énergie. Donc 100% d'énergie renouvelable pour les jeux, sachant que l'énergie nucléaire est une énergie qui est complètement décarbonée en France, évidemment. Donc ils auraient pu aussi se dire 100% énergie décarbonée. Mais non, non, ils ont voulu vraiment du renouvelable. Et ça, je trouve ça particulièrement intéressant. Et la deuxième chose par rapport à Paris 2024, c'est avec Enedis. C'est 2 partenaires. Et ça aussi, ça rentre dans une logique de sponsoring responsable qui est pas inintéressante. Avec Enedis, Enedis a raccordé l'ensemble des sites temporaires et existants de Paris 2024. Donc ça va du Stade de France à la place de la Concorde, au Grand Palais, etc., au réseau général. Parce qu'il faut savoir qu'un Stade de France, par exemple, jusque-là, fonctionnait en premier réseau sur un générateur qui fonctionnait au diesel. Et il y a beaucoup de stades aujourd'hui qui fonctionnent principalement pour des raisons c'est les télés en gros qui demandent absolument à avoir un générateur en premier rideau et non pas en second rideau de secours, par exemple, pour être sûr même s'il y a une coupure de courant dans le stade, qu'on puisse continuer la retransmission. Donc là, tous les sites de Paris 2024 ont été raccordés au réseau général, ce qui évite d'utiliser ces générateurs qui fonctionnent au diesel. Et quand ils ont dû c'était pas 100%, je crois, c'était 98%. Et je crois que les 2% restants, on était vraiment sur des générateurs, mais avec du biocarburant. Donc, ils ont essayé quand même de faire les choses proprement. Ça, c'est le premier point. Et je trouve que c'est un, c'est un bon élan donné au sport. Pour le coup, on a besoin justement que toutes les infrastructures soient plutôt raccordées au réseau général plutôt que fonctionnent sur des générateurs. C'est le premier point. Et le deuxième, il y a eu un truc intéressant, je trouvais, l'an dernier. C'était le championnat de France des économies d'énergie. Ça a été créé par l'IFPEB, l'Institut français. Je me suis lancé dans un truc que je ne sais plus. Par l'IFPEB, je vous laisserai regarder. C'est un institut sur l'énergie, évidemment, qui a créé donc un championnat. Ils ont plusieurs concours comme ça. Ils ont créé une ligue des infrastructures sportives. Et donc, il y avait le Stade Toulousain, par exemple, avec son site Ernest Vallon. Il y avait le club de Brive. Il y avait France Gallo. Il y avait la ligue de foot professionnelle. Et, et c'était à celui qui allait faire le plus d'économies d'énergie. C'est le Stade Toulousain qui a remporté le titre d'ailleurs, et qu'on avait accompagné aussi avec l'agence dans cette logique d'économie d'énergie. Donc ça, là aussi, on reprend un peu les codes du sport avec un classement, avec une petite compète pour essayer justement de réduire la consommation énergétique et donc, in fine, de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Donc ça, c'est 2 exemples intéressants qui montrent qu'il y a quand même, disons que quand il y a une transition écologique qui se fait dans les structures, c'est souvent par les 2 points suivants que ça commence: les déchets, tri des déchets, EcoCup, par exemple, réduction des déchets. Et le deuxième point, c'est souvent l'énergie, parce que ça, c'est assez quantifiable en quelque sorte. C'est-à-dire qu'on sait qu'on va faire pour 20 000 € de travaux,
et que dans 7 ans, on aura un retour sur investissement et que c'est là où on va économiser de l'argent. Donc, il y a une logique de réduction des coûts, peut-être avant même de réduire son impact énergétique et son impact CO2. Donc voilà, c'est souvent les deux premières lignes sur lesquelles on les clubs, les déchets de l'énergie. L'énergie, je mets l'eau avec, consommation d'eau. Mais il y a un vrai sujet de transition énergétique aujourd'hui dans ce sport. Est-ce que tu penses pas aussi que du côté des sportifs, il y a un manque de sensibilisation, un manque d'éducation aussi aux enjeux écologiques? Je reviens aussi sur l'épisode un peu connu l'épisode du char à voile avec Mbappé et Christophe Galtier, où un journaliste demande s'il pourrait pas prendre le train plutôt que l'avion pour aller à Brest ou je sais plus. Et t'as Kylian Mbappé qui est mort de rire. C'est là qu'on se dit il y a quand même un gap entre leur niveau de connaissance sur l'écologie. Alors, je sais pas s'il rigole pour la question ou s'il rigole par rapport à je pense que c'est plus ça, la réaction de Christophe Galtier. J'ai l'impression qu'il rigole plus pour ça. Bon, après, c'est Mbappé, donc on aime bien monter le truc en épingle et bon, c'est le jeu. Mais oui, ça montre en tout cas une déconnexion par là du football pro qui a beaucoup trop l'habitude de prendre l'avion. On a vu récemment le Real Madrid encore qui a pris pour 20 minutes d'avion, qui a pris un avion pour 20 minutes pour se rendre à quelques kilomètres. En train, c'était 1 heure. Donc en bus, ça devait être 1 heure et demie. Je pense qu'ils s'en remettraient d'1 heure et demie de bus, mais il fallait prendre l'avion. Voilà. Donc il y a une certaine déconnexion pour le coup du foot pro principalement. Le rugby, il vient, on un va peu dire, moins, je trouve, non? un peu moins, mais en fait il y a quand même des choses un peu aberrantes. C'est-à-dire que, enfin, pour le coup, je l'ai vu. Il suffit qu'un club du sud de la France aille en Angleterre pour la Coupe d'Europe. Bon, il y a évidemment un avion, ça, ok. Mais le bus va le faire le trajet à vide pour monter le matériel, quoi. Euh, Encore une fois, parce qu'on peut pas faire les choses autrement. C'est pareil, hein, quand le PSG va à Lyon, il y va en avion, mais le bus, il fait le trajet, quand même. Donc, pour pouvoir apporter ensuite de l'hôtel au stade des joueurs. Voilà. Enfin, moi, je pense qu'on est en 2025 et qu'il faut réussir à trouver, à trouver une façon d'évoluer, de faire évoluer les choses. Donc, il faut faire, ça fait partie de l'évolution des comportements. Les sportifs sont pas tous déconnectés. Mais il y a un besoin de formation, il y a un besoin d'éducation. Nous, on le fait avec l'agence typiquement, comme je te le disais, on était à Montpellier il y a pas plus tard qu'il y a 2 jours pour former les espoirs, donc les futurs professionnels du club ou d'autres clubs, évidemment. Donc voilà, les discussions sont intéressantes. Il faut évidemment les former, il faut les éduquer, il faut les sensibiliser, comme on le fait à l'école, comme on le fait ailleurs. Mais il faut aussi le faire sur le lieu de pratique. Est-ce que les clubs, aussi les clubs de sport, on va dire amateurs, qui éduquent les tout petits, pourraient pas aussi éduquer les jeunes très tôt dans leur... Il y en a de plus en plus, effectivement, les lieux de vie sportive, comme les assos, les clubs amateurs, sont des lieux d'éducation sur le savoir-vivre ensemble, sur plein de sujets de société et aussi sur l'environnement. Et il y a de plus en plus d'associations sportives qui mouillent le maillot, j'ai envie de dire, pour, euh, pour essayer de sensibiliser leurs gosses, quoi. Ça passe par des ateliers sur le tri des déchets, ça passe sur le fait de venir plus à vélo ou en transport en commun, de les sensibiliser à ça. Pourquoi? Oui, bien sûr. Comme c'est un lieu de vie, un lieu d'éducation, forcément, il faut que l'environnement soit aussi pris par ce prisme-là. Je pense qu'on en a fini pour la partie plat. Ce que je te propose, c'est de passer à la partie dessert avec des questions un peu plus hors cadre, un peu plus légères. J'aimerais ça, enfin, peut-être que les auditeurs aussi ont envie de savoir comment ça se passe, une journée type dans la rédaction d'Ecolosport. Comment vous faites pour choisir vos articles, vos titres? Alors, une journée type chez Ecolosport, je suis pas certain que ça existe, mais il y a quand même un espèce de cadre qui revient régulièrement. Typiquement, moi, je passe plutôt la matinée. Alors, évidemment, des fois, il y a des rendez-vous, il y a autre chose. Mais si je schématise un petit peu, ma matinée est plutôt consacrée aux médias, qu'à la publication du jour, qui aura peut-être qui a été préparée les jours précédents, bien sûr. La mise en relation, la communication sur les réseaux par rapport au sujet, etc. Et l'après-midi est plutôt consacré à l'agence, avec les missions que je peux avoir. Ça peut être de la communication, ça peut être du partie développement aussi, prendre contact avec certaines structures, certains clubs, à faire des devis. Enfin, la vie d'une agence, c'est un peu classique. Mais disons que ça se découpe en deux, de mon côté en tout cas, c'est moitié-moitié, moitié média, moitié agence. Là où mon associé est 98 ou 19% sur l'agence.
Ça lui arrive de temps en temps de faire des articles quand il a un petit peu de temps pour m'aider. Mais c'est vrai qu'on a quand même, lui, il est vraiment sur la partie conseil formation, moi sur la partie communication. Et c'est vrai que la partie conseil et formation, un vrai, c'est un gros bloc, on va dire, au sein de l'agence, qui représente une grosse partie des activités. Donc logiquement, il a plus de boulot sur l'agence que moi, qui est quasiment que sur la communication et la partie développement commercial. Et là, il a la partie média, bien sûr, qui me prend un temps assez important. Et après, dans le choix des sujets, il y a un peu de tout. Il y a ce qu'on peut nous imaginer en amont et préparer. Ça peut être par rapport à un événement, par exemple le Tour de France ou Roland-Garros. On essaie d'anticiper un petit peu, de prendre les infos pour publier au bon moment et surfer sur l'actu. Et la réaction à l'actu chaude, typiquement, mardi, j'ai reçu un rapport sur l'impact CO2 du football. J'avais pas prévu d'en parler sur ce jour-là, mais il a fallu bouleverser le planning éditorial et en parler tout de suite parce que c'est l'actu chaude. Donc, on essaie de modifier sa journée aussi en conséquence. C'est vrai que la journée type, c'est schématique, mais il y en a pas vraiment, quoi. On s'adapte. Il n'y a pas de journée standard, quoi. Exactement. C'est ça qui me plaît, évidemment. Est-ce que tu as un article qui t'a le plus marqué, dont tu es le plus fier? Pour recontextualiser, on a un média plutôt positif, c'est-à-dire qu'on est plus dans la valorisation de ce qui se fait, plus un média de solution en quelque sorte, et on a peu d'articles où on va venir un peu taper ou avoir la critique plus négative sur certains événements, sur certaines choses, alors que je pense que ça nous apporterait davantage d'audience, d'être un petit peu plus taquin, critique, plus négatif, on va dire. Souvent, ça fonctionne quand même beaucoup plus. Enfin, l'odeur du sang fonctionne quand même beaucoup plus que les caresses et les papouilles. Mais je me tiens à ça parce que je trouve que c'est important de garder cette ligne éditoriale. Néanmoins, il y a quand même des choses un peu folles qui peuvent se passer dans le sport. Je pense à l'organisation de jeux asiatiques d'hiver en Arabie Saoudite, par exemple, particulièrement connue pour ses montagnes et ses températures basses, comme tout le monde le sait. J'avais vu, alors ça m'avait choqué, dans l'attribution des Jeux olympiques d'hiver, si je me trompe pas, hein, je dis peut-être n'importe quoi, mais j'avais vu, qu'en gros le taux d'enneigement n'était pas un facteur, Bah non, qui expliquait l'attribution puisque d'un pays. maintenant on peut fabriquer de la neige artificielle facilement. C'est quand même Dans un pays qui regorge d'eau en plus, hein, on connaît l'Arabie Saoudite, c'est un pays qui a beaucoup d'eau. Et juste pour l'info, pour fabriquer 1 m3 de neige artificielle, il faut 2 m3 d'eau. Et l'eau est une ressource qui se raréfie et qui va continuer à se raréfier. Est-ce qu'on a vraiment besoin de fabriquer de la neige avec cette eau? Est-ce qu'on peut pas plus s'occuper de donner de l'eau à l'ensemble des habitants sur cette planète? Bref, c'est un autre sujet. Mais en tout cas, il y a un article qui était un peu coup de poing, qui m'a marqué et qui a un petit peu, je pense, aussi changé un petit peu les choses pour Écolosport. En fait, il y a quelques temps, avant la Coupe du Monde au Qatar, j'ai découvert, personne n'en avait parlé en France, j'ai découvert au hasard d'un article lu, et confirmé ensuite sur le site de la FIFA, que la Coupe du Monde du Qatar 2022 avait été certifiée ISO 20121. Et cette norme, c'est une norme reconnue mondialement, c'est une norme sur l'événementiel responsable. En France, il y a quelques structures qui les ont, quelques clubs, le Stade de France, le Stade de Rome, le de Marseille par exemple. C'était une norme plutôt bien vue et avec une sacrée notoriété. Enfin voilà, quand t'as cette norme, en gros, ça en impose un petit peu. Et je vois que la Coupe du Monde de 2022 là, donc ça m'interpelle. Je fais des recherches et j'étais un peu écœuré à ce moment-là de voir qu'on avait attribué cette norme à la Coupe du Monde, alors que on construit des stades climatisés, qu'il y a eu des milliers de morts sur la construction. Mais comme de l'autre côté, on avait construit un réseau de transport en commun propre, qu'il y avait des panneaux solaires, etc., bah, ils ont eu la norme, si tu veux. Et donc, on a balancé cet article-là et cette information. Elle a été reprise partout, par tout le monde. C'est l'article le plus lu sur le site. Et j'ai vu à quel point on pouvait avoir un impact, en fait, sur ce type d'information-là. Ça a fait, je pense, un peu de mal aussi à certains acteurs et j'ai pas trop aimé ça. Parce que c'est pas ma nature, je fonctionne pas comme ça, mais il fallait quand même sortir le truc et il y a même des clubs qui m'ont appelé dans la foulée pour nous remercier parce qu'en fait, on sort l'article le matin et l'après-midi, ils avaient prévu de communiquer sur le fait ils allaient renouveler la norme. Ils nous ont appelé en nous disant merci beaucoup d'avoir sorti ça. On sortira la com dans 6 mois quand de l'eau va couler sous les ponts. Et là, depuis, ils ont revu la norme avec les Jeux Olympiques. C'est une norme qui avait vu le jour avec les Jeux de Londres en 2012. Ouais, c'est ça. Et à l'occasion des Jeux de Paris, les équipes de Paris 2024 avec d'autres personnes, ont revu la norme et l'ont rendu un peu plus difficile à accéder. Donc, je
Je pense qu'on n'a pas été étranger, si tu veux. Alors, sûrement que ça aurait été revu parce que au bout de 12 ans, les choses changent et il faut revoir les normes, évidemment, mais je pense qu'on n'est pas non plus étranger à ça. Et c'est bien de voir qu'on a aussi son impact, quoi. Ouais, c'est clair. Là, on se rend compte qu'on a un réel impact sur. Là, c'est plutôt gratifiant. Imaginons, tu pouvais assister à un événement sportif passé, que tu as vécu. Lequel ce serait et pourquoi? Quel événement t'a le plus marqué, on va dire, dans ton enfance ou même ton adolescence? Là, je vais parler vraiment en tant que fou de sport, en me déconnectant des enjeux environnementaux, hein. Déjà, j'aimerais revivre Paris 2024. J'y ai eu la chance d'assister à des épreuves, d'être sur Paris pendant 4 jours, l'été dernier. Mais je crois que j'ai pas profité autant que j'aurais voulu profiter, même si j'avais profité à fond, attention. Mais voilà, j'ai raté des trucs. Si je m'étais mieux organisé, je les aurais pas ratés. Je regrette de pas avoir peut-être vu plus d'épreuves que ce que j'en ai vu et de pas avoir autant profité que ce que j'aurais voulu. Donc revivre plus intensément encore les Jeux qui ont été absolument exceptionnels. Je suis un handballeur, donc je dirais que le premier titre olympique à Pékin, j'aurais adoré le vivre. Je suis aussi un fan de foot et la Coupe du Monde 98, je me souviens la vivre, mais je suis petit. J'aurais adoré la voir au Stade de France évidemment et ou sur les champs ou faire la fête de ce premier titre absolument fou. C'est vrai que j'étais pas né, mais mon père, quand il en parle, c'est vrai que ça devait Ouais. être c'était incroyable Moi, à voir. j'avais 7 ans, je me rappelle de l'écran géant en face de moi, je vois que c'est la fête, moi, je cours partout parce que je jouais au foot à ce moment-là, j'avais 7 ans, quoi, j'étais un gamin. Et j'aurais adoré avoir 10 ans de plus ou 15 ans de plus et aller vraiment faire la fête sur les champs ou être au Stade de France, vivre ce truc-là vraiment intensément. On l'a vécu en 2018, mais c'était pas pareil, je pense. Et j'attends le moment où on va vivre un titre de champion du monde de rugby. Euh, J'attends ça Ah là là. impatiemment. Je me souviens de la finale malheureuse en Nouvelle-Zélande. Je me souviens encore plus, c'était encore plus difficile de la Coupe du Monde dernière contre l'Afrique du Sud, ce quart de finale malheureux. Ouais. J'attends ce moment Avec avec ce vol impatience. d'arbitrage, Oui, oui, un oui. arbitrage Donc très scandaleux. j'attends cet événement avec impatience. Je pense que c'est ce que j'attends le plus, c'est ce titre de champion du monde. J'espère qu'il arrivera en 2027. C'est où, la Coupe du monde de En rugby, la Australie. prochaine? Australie. Ouais. Donc il faudra se lever un peu tôt, quoi. Tout à l'heure, tu nous as parlé d'un documentaire qui a un peu, bouleversé ta vision de l'écologie et du sport. Est-ce que tu as d'autres, ressources documentaires, que ce soit films, documentaires, podcasts, livres, qui t'ont inspiré dans le sport et l'écologie? Il y en a beaucoup. Je saurais pas dire le nom de tous les livres. Il y en a beaucoup. Le documentaire, oui, le sport reporter, Terrain brûlant, il commence à dater un petit peu parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont évolué depuis. Mais je trouve que c'est une bonne première base. Et aujourd'hui, moi, je le montre à mes étudiants en préambule. Quand je commence mon module sport, environnement, par exemple, je commence par ce doc. Parce que je me dis que si moi, il m'a totalement fait changer ma vie, finalement. Peut-être que ça va être le cas pour d'autres personnes. Donc ce doc, oui, je le conseille, mais il y en a d'autres qui ont pu paraître. Alors, ouais, ce documentaire, par exemple. J'ai un super pouvoir et je peux t'amener un sportif ou n'importe qui, pour dîner un soir, tu choisirais qui? Bonne question. Nicolas Karabatic. Je l'ai déjà rencontré, j'ai eu la chance de le rencontrer déjà une paire de fois. De l'avoir interviewé aussi pour Écolosport, et ça a été une grande joie. Je vais peut-être le croiser prochainement, d'ailleurs, je crois. Euh, donc oui, parce que son engagement en plus, ça c'est vraiment la cerise sur le gâteau, quoi. Mais voilà, Il a pas de défaut, en fait, il a eu deux trois casseroles là pendant sa carrière quand même. On Ah peut oui, pas avec, les omettre, merci, ça mais bon, je pense que ouais, ça j'avoue. reste un vrai bon gars et une vraie bonne personne. J'ai pas trop de doutes là-dessus. Il y avait un autre handballeur aussi, Jackson Richardson, qui m'a fait pleurer quand j'étais enfant, tellement il était fort et sur les émotions qu'il nous a pu nous transmettre. Ça peut être Nicolas ou Karabatic, ça peut être Jackson. Richardson, ça peut être Zizou, bien sûr, parce que voilà. Parce que j'ai pas besoin d'en dire plus, je crois. C'est plus ces trois-là aujourd'hui, ça peut être un peu bateau, mais c'est plus ces trois-là aujourd'hui qui m'ont vraiment fait kiffer et que je regarderai avec beaucoup d'admiration, en tout cas. Est-ce que tu as changé ton quotidien pour des raisons écologiques? Je sais pas, est-ce que tu manges peut-être moins de viande? Tu fais attention à où est-ce que tu achètes tes habits, peut-être en seconde main? À pas prendre trop l'avion? Ouais, je suis pas parfait du tout. Ouais, bien sûr. Personne ne l'est. Non, non, personne ne l'est, personne ne peut se targuer de l'être, mais je sais que je pourrais être meilleur sur des choses, mais je n'y arrive pas. Alors, je mange moins de viande, mais j'arrive pas à être végétarien. Il y a des choses que j'arrive pas à me passer. J'ai changé ma voiture, je suis passé sur de l'électrique. Donc je sais que sur l'achat, sur le début, ça a évidemment un énorme impact avec la batterie, mais que sur la durée, puisqu'on a une énergie très décarbonée en France, ça a quand même un impact bien moindre. Je prends beaucoup moins l'avion, quasiment plus. Je l'ai pris une fois cette année, malheureusement, j'ai dû le prendre, mais sinon je le prends pas.
Et pourtant, je vais beaucoup à Paris et de Castres, c'est particulièrement difficile et long. Ouais, Mais je fais cet effort. c'est un périple, hein. Ouais. Il y a 6 heures, 6 heures et demie en train, en gros, depuis Castres. Ça se fait, en vrai. Et c'est sûr qu'il y a un aéroport à Castres qui fait 3 fois l'aller-retour à Paris. Des fois, c'est tentant. Des fois, on se dit, j'ai pas envie de passer 12 heures, 13 heures dans les transports aller-retour sur un week-end. Il faut un certain degré d'engagement quand même. Et voilà. Donc, moi, tous les ans, je calcule mon bilan carbone personnel. Je sais aujourd'hui où est-ce que je peux gagner. La dernière fois que je l'ai fait, j'avais pas ma voiture électrique, donc là je vais le refaire. Je sais que j'ai la voiture électrique, donc ça va baisser. Je suis toujours pas végétarien, mais j'ai largement réduit la consommation de viande, notamment rouge, vraiment largement. Après sur les déchets, j'essaie de faire attention, mais je suis pas parfait. J'habite à la campagne, donc ça c'est pas évident parce que à la campagne il n'y a pas de transport en commun, très peu. Il y a hors de question pour moi de vivre en ville. Je n'aime pas les centres-villes. Donc déjà, je sais que j'ai beaucoup plus d'émissions de CO2 qu'un citadin qui va se déplacer beaucoup plus en vélo, en métro, à pied. Je le vois quand je vais à Toulouse, c'est d'une facilité, c'est génial. Quand tu habites à la campagne, tu ne peux pas. Tu es obligé d'avoir la voiture, c'est pour ça que je l'aime et que j'ai changé. Donc j'essaie de faire attention, mais bien sûr, je ne suis pas parfait. Il faut pas attendre de l'être pour se bouger et essayer de porter les messages. Ça, c'est important de Ouais, c'est le sûr, rappeler. exactement. Complètement d'accord. Est-ce que tu as d'autres passions dans la vie que l'écologie, le sport? Tu as d'autres choses qui... Le sport occupe quand même beaucoup de choses. J'en suis vraiment un fou et un dingue. Je lis l'équipe tout le temps. Je pense avoir beaucoup de connaissances sportives. Pas le meilleur sur la pratique de certains sports, évidemment, mais je suis un vrai fou de sport. Après, moi, ce qui me passionne, c'est aussi mon territoire. Je viens du sud du Tarn. Et c'est quelque chose qui m'anime vraiment. C'est-à-dire que j'ai une vraie volonté. Je pense qu'à un moment donné dans ma vie, je vais switcher sur ça et sur comment je peux avoir un impact aussi sur mon territoire. Je suis particulièrement attaché à cet endroit que je ne me vois pas du tout quitter un jour. Donc, je suis en train de développer une vraie passion en fait sur ça. Souvent, on se moque de moi avec gentillesse bien sûr, mais j'en fais toujours beaucoup peut-être et des caisses sur Castres, sur le Tarn, sur la montagne noire que j'ai en face de ma maison. Enfin voilà, je développe une vraie passion Ouais, pour tout le ça. monde est un peu chauvin, hein. Ouais, c'est vrai, je suis assez chauvin, que ça soit par rapport dans le sport en plus, très franchouillard pour le coup, très français et effectivement, une fois en France, très tarné et donc ouais, je développe vraiment une passion, une vraie passion là-dessus. Et il y a d'autres sujets qui m'intéressent, hein, le tourisme par exemple. Alors c'est lié par exemple au besoin, enfin à mon besoin d'avoir un impact sur mon territoire, mais le tourisme aussi, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Du coup, tu auras un conseil à donner à un jeune passionné de sport qui veut faire, je sais pas, du journalisme, qui veut s'impliquer dans la question de sport et d'écologie? Je lui dis de foncer, qu'il y a pas mal de barrières, qu'il y a pas mal de difficultés à surmonter quand même parce que le sujet n'est pas, déjà simple à porter au quotidien. C'est quand même beaucoup de choses négatives à la base qu'on essaie de transformer en du positif, nous, bien sûr, mais bon, les infos sont pas toujours joyeuses. L'état du monde dans lequel on est se détériore. Les effets du changement climatique sont de plus en plus importants et on les vit, alors pas forcément nous, mais on les voit parfois à la télé, à la radio, dans les journaux, sur les réseaux. Donc il faut du courage, il faut s'armer de patience, voilà. Mais c'est nécessaire. On a besoin de plus en plus de monde et il faut se lancer, il faut pas avoir peur, il faut pas attendre d'être exemplaire, je le redis encore une fois. Il faut se mouiller. C'est une nouvelle question, c'est est-ce que tu aurais une idée de prochain invité à passer sur Salade Verte? Quelqu'un que tu aimerais bien voir passer, au crible? Ah, bonne question. Nicolas Karabatic, Oui, si un bien jour, sûr, on peut, voilà, je te le souhaite, je te le souhaite. on sait jamais, on Mais peut ça rêver peut être grand. des journalistes aussi sportifs qu'on entend, qui font passer l'émotion aussi par leur voix, par leurs commentaires. Moi, je sais que je suis très sensible à ça pour le coup. J'adore ça, les documentaires, suivre ces journalistes qui nous font passer les émotions, qui sont totalement partie prenante des exploits sportifs et de ce qu'on vit, de ce qu'on vit en fait à travers ces exploits. On l'a vu pendant les Jeux notamment. Donc ça peut être un journaliste sportif qui a une voix, qui fait passer les émotions, ça peut être intéressant. Je te dis pas de nom parce qu'il y en a tellement et c'est propre à chacun. Ah, tu peux nous en dire quelques-uns, peut-être des idées en tête? J'aime bien Mathieu Lartoro qui arrive à me faire grimper au rideau sur ses envolées, sur des essais du 15 de France. J'ai adoré Alexandre Boyon qui commente notamment la natation pendant les Jeux.
pas que, bien sûr, mais j'aime aussi la façon qu'il a de prendre la parole, de s'exprimer. Grégoire Margoton, j'aime beaucoup aussi. J'aimais beaucoup Thierry Gélardi, évidemment, qui lui aussi, en 2006 notamment, m'avait transmis beaucoup d'émotions. Et ouais, tout ce petit monde-là, par exemple. J'espère qu'un jour, j'aurai l'occasion Je te le souhaite. de parler avec des personnes comme ça. En tout cas, si t'as on touche à la fin de l'entretien. Si t'as des objectifs, des actus sur Écolosport qui viennent en 2025. Alors en 2025, on va avoir pas mal de choses sur Écolosport. On va lancer pas mal de nouvelles ressources, de formations en ligne aussi prochainement sur le site. On veut vraiment en faire une plateforme qui répertorie l'ensemble des contenus, l'ensemble des ressources, l'ensemble des outils et des solutions. Voilà, quand on se pose une question, comment je peux faire pour rendre mon événement plus responsable, plus ci, plus ça sur ce domaine, que le réflexe, ça soit d'aller sur Écolosport, ou sinon c'est de tomber sur Écolosport automatiquement. Non pas en vampirisant ces contenus, mais plus en mettant les bons liens et les envoyer sur les bons sites. Donc voilà, je me souhaite de réussir dans cette entreprise-là, de tout réunir sur Écolosport. On va avoir pas mal de nouveautés si tout se passe bien. On aura beaucoup de nouveautés cette année. C'est une année un peu charnière, c'est les 5 ans d'Écolosport, donc j'espère qu'on arrivera à avoir un virage intéressant et à faire prospérer ce média et bien sûr son agence. Que ça devienne la référence de l'écologie et du sport. Ouais, je pense qu'on en est une parmi d'autres. Ça l'est déjà un petit peu, non? Je pense que oui. On n'est pas les seuls, évidemment. Et je ne dirais jamais qu'on est la référence. On fait partie des références. Il y a d'autres références aujourd'hui. Mais je pense que oui, on a acquis une certaine notoriété aujourd'hui par rapport à ça, et on est assez reconnu, je pense. Mais il faut pas qu'on s'en complaise. Enfin, il n'y a pas de complaisance. Il faut pas qu'on s'arrête là. Il faut qu'on continue à progresser, qu'on continue à convaincre, qu'on continue à se montrer pour faire baisser un petit peu la pression sur la planète. En tout cas, Mickaël, merci beaucoup d'avoir pris du temps, de m'avoir accordé du temps, de ton temps. Merci à toi. Et peut-être à une prochaine fois pour un autre épisode, on sait jamais. Et puis je te remercie beaucoup, et puis plein de bonnes choses pour 2025 et Écolosport. Merci à toi, et puis longue vie à Salade Verte, et à très vite. J'espère. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre les 5 étoiles, à commenter sur Spotify, YouTube, Instagram, on est partout. Et je mets également tous tes liens, Écolosport, la page Insta, le site internet. Peut-être, je sais pas si tu as d'autres choses à me communiquer. Et la page LinkedIn, et puis voilà, on sera bon. La page LinkedIn, ok. Je mets tout ça en lien, et ceux qui veulent aller plus loin, je les invite grandement à aller sur Écolosport. Merci beaucoup, Antoine. Merci beaucoup, Mickaël.